Alors, ils sont super organisés, ils ont des guetteurs, ils ont des gens qui les ravitaillent régulièrement. Je prends l'autre côté. Il va falloir taper le sprint derrière lui. Ça vous intéresse de voir où ils ont planqué des sacs, des vendeurs Ah, tout à fait. Oui. Alors, suivez-moi. C'est le premier angle que j'ai vendu ma première montre Rolex. Tu as vu ça? Tu n'as pas vu ça, non? C'est qui ça? C'est ton marabout. C'est mon marabout. Yeah. Le mouride peut donner tout ce qu'il a dans sa poche, bien, même vider son compte bancaire, rien que pour la communauté, quoi. Ne parle que du bien, tu n'aurais pas dû parler des millions et des milliards. Combien vous avez réussi à récolter? C'est pas de parler quoi, ça c'est secret, c'est pas dit ça. Que ce soit 1 million ou 200 millions, tout ira à tout bas pour faire avancer les travaux. Nous travaillons au nom de Dieu, nous travaillons pour Dieu. Je travaille la mousquet, le grand mousquet, tu connais pas le grand mousquet de Touba? Bonsoir, bienvenue dans Enquête exclusive qui vous fait découvrir ce soir l'univers étrange, étonnant des vendeurs à la sauvette. Ils sont un peu partout dans le monde, dans tous les hauts lieux touristiques comme ici, au pied de la Tour Eiffel. Alors derrière ce commerce, petit commerce, florissant, eh bien se cache une véritable multinationale où se mêlent l'argent, la religion et le pouvoir. La multinationale des vendeurs à la sauvette, c'est un reportage de Michael Richard sur des images de Richard Montrobert pour ses productions et Enquête exclusive. Le soleil se lève sur le château de Versailles. Et devant les grilles majestueuses du monument, les touristes qui se pressent ne se doutent pas qu'ils font l'objet d'une étonnante bagarre en coulisses. À l'origine de tout, ces Africains qui sautent sur les visiteurs à peine débarqués. Ils ne payent pas de mine et pourtant ils captent une bonne partie du business lucratif des vendeurs de souvenirs. On a sorti nos cartes postales et vous voyez, il y a déjà quelques clients qui se pressent devant le magasin. Bonjour. Marc-Henri est propriétaire d'une dizaine d'échoppes comme celle-ci. Ça va? C'est un commerçant officiel, seulement voilà, ces tours Eiffel sous forme de porte-clés ou de boules à neige, les vendeurs à la sauvette les refourbent dès la sortie des cars et 70% moins cher. On doit peut-être en apercevoir quelques-uns autour qui eux vendent le même type de produit. Donc par exemple, sur ma gauche là-bas, on voit des vendeurs à la sauvette qui vendent les mêmes produits que les nôtres à des prix extrêmement différents. Hein. Des vendeurs qui sont quasiment comme chez eux. Et pour cause, cela fait 30 ans qu'ils battent le pavé du château. À tel point que ce sont eux désormais qui imposent leurs lois aux commerçants. Nos tentes sont vandalisées régulièrement. Vous voyez sur cette tente ici qui a été réparée il y a quelques jours. Et voilà ce qui s'est passé cette nuit. Voilà, quelqu'un a tenté de rentrer et vous voyez, ben voilà, je découvre en même temps que vous. Voilà, je découvre en même temps que vous. Ils se servent. Là, c'est le comble. Là, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je le découvre en même temps que vous. Ils se servent de notre tente pour stocker leurs marchandises. Voilà, des tours Eiffel, donc les mêmes que ceux que nous avons au magasin. Sans doute, ça vient de nos fournisseurs. Hein. Je vois, il y a marqué Paris dessus. Oui, c'est un de nos fournisseurs. Ils vendent des petits porte-clés. Marc-Henri est scandalisé. Par exemple, mais il ne pèse pas lourd face à ces Africains qui savent se montrer menaçants quand leur organisation est démasquée. Car subitement, ils déboulent dans son dos. J'étais obligé de sélectionner d'autres produits. Ils veulent récupérer leurs marchandises, là, je crois, derrière. Oui, j'espère que je ne vais pas me prendre un coup, car ça m'est déjà arrivé. Ce sont vos marchandises? Devant leur détermination, le commerçant n'ose pas leur résister. Là aussi, vous avez des sacs. Vous vous servez de la tente. C'est quoi?
C'est quoi? Là, vous avez un sac. Oui, c'est mon sac. Eh ben, prenez-le, monsieur. Ouais, je le prends. D'accord. Nous, on restera là après toi, on sera là, on est là avant toi et on sera là après toi. D'accord, on le sait. Si on se casse, tout le monde se casse. D'accord. Monsieur, pas de problème, messieurs. Si on se casse, tout le monde se casse. On est là avant toi, on sera là après toi. Mais pourtant, c'est illégal. Moi, je te parle pas, toi. Je te connais. C'est illégal. Journaliste, je te parle pas. Casse-toi. Excuse-moi. Tête de con. Il est tête de con, je ne parle pas, lui. Face à la trentaine de vendeurs à la sauvette, Marc-Henri capitule car il craint des représailles, notamment la nuit sur ses boutiques. Ils ont acquis une telle emprise sur leur territoire que quelques minutes après, ils reviennent tranquillement planquer leurs marchandises exactement au même endroit. Casse-toi. Je vous respecte les paroles. Vous êtes de la merde, cassez-vous. Et vous, la merde. Toi, Moi, je suis nationalité comme toi. Ah bon, et là, tu payes. Moi, je suis nationalité comme toi. Alors, tu payes. Et moi, je suis d'ici comme toi. Tu la respectes, la loi? Tu payes la TVA? Comme toi. Tu payes la sécurité sociale? Tu Règle payes tes affaires. Tu payes la Règle TVA? tes affaires. C'est toi Tu la payes police. l'impôt Et société? c'est toi qui me contrôle? Hein? Pour me contrôler. Oui, exactement, j'aimerais. Aux États-Unis, on appelle ça une interpellation civile. Ça serait bien, ça, Combien que je te qu'il le prenne, fait que je ici? t'emmène en Combien qu'il tôle. le fait ici? Hein? Tu peux le faire? Hein? Espèce de voyou, va, voleur. C'est toi le Tu es un voleur. voleur, toi C'est tu toi voles le l'État. voleur. Toi tu es un voleur. Ces Africains ont mis au point une redoutable organisation qui leur permet d'être présents sur les principaux spots touristiques de France, à commencer par le premier, la Tour Eiffel. Ici, c'est plus d'une centaine de vendeurs qui arpentent sans relâche ce passage obligé des touristes venus du monde entier. Et juste en face, sur l'esplanade du Trocadéro, malheur à qui viendrait les concurrencer. Le commerce est tellement juteux qu'un réseau de revendeurs indiens a tenté de s'implanter. Mais les Africains les ont chassés, manu militari. C'est un territoire, ça ne concerne que les Sénégalais peut-être. Est-ce que vous avez vu un Italien ici? Non. Vous avez vu un Chinois ici? Non. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez qui peut vendre ici. Voilà, ça, en quelque sorte. Mais si par exemple un Chinois ou un Italien vient vendre, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il n'a qu'à le faire, il saura. Il saura quoi? Ah bien sûr, il saura ce qu'il voudra savoir. Il va être chassé? Je ne sais pas, mais il n'a qu'à essayer. Il y a bien eu quelques tentatives d'incursion, mais sans succès. Et surtout, vite étouffées, car ces échauffourées nuisent au commerce. Alors comment sont-ils parvenus à faire prospérer depuis 30 ans ce business clandestin au vu et au su de tout le monde? Les vendeurs africains sont tellement bien organisés que même Arnaud et David, les policiers du quartier, ont du mal à les coincer. Ouais, ils se sont mis chacun d'un côté du pont. On les repousse au Trocadéro. Mais le plus étonnant, c'est que ce réseau de vendeurs à la sauvette a fait main basse sur les plus grands sites touristiques de la planète. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Une incroyable multinationale qui a par exemple colonisé New York. Les meilleurs d'entre eux s'y sont installés, ils gagnent 2 fois plus d'argent qu'à Paris. C'est ce qui s'est passé pour Hassan. On peut tout faire. C'est pas seulement que les Blancs qui peuvent faire tout. Non, on peut tout faire. Tout ce que tu vois ici, c'est pour nous. Et leur secret se cache dans cette bâtisse. Un mélange de business et de religion où l'argent occupe une place prépondérante. Un million ou 200 millions, tout ira à tout bas. Nous travaillons au nom de Dieu. Donnez, donnez. Cet argent accumulé dans le monde entier prend la destination d'une ville africaine inconnue du grand public, mais vénérée par cette multinationale de vendeurs à la sauvette, Touba, au Sénégal. La capitale d'une religion tenue par de mystérieux marabouts, comme Moudou Karam Baké. Une partie de son pouvoir repose sur l'argent des revendeurs et plus généralement de tous ses fidèles,
et il sait en profiter. Je ne garde jamais d'argent sur moi, mais partout où je vais, je loge toujours dans les hôtels les plus chers. Je prends toujours une suite. Alors comment ces fidèles ont-ils mis au point de Paris à Touba via New York une organisation internationale qui leur donne un pouvoir aussi puissant que mystérieux? Notre enquête commence à Dakar, au Sénégal. À quelques jours du plus grand pèlerinage d'Afrique que les revendeurs de petites tours Eiffel ne manqueraient à aucun prix. Le Grand Magal, un des moments clés pour ce réseau international qui combine business et religion. Radim travaille à New York depuis 12 ans, où il a dégoté un job de taxi. Et comme chaque année, il organise avec soin son pèlerinage vers Touba. Il fait partie d'une communauté religieuse qui s'appelle les Mourides. Il y a quelqu'un? Si Radim fait le pèlerinage, c'est pour aller voir un personnage vital pour lui, son marabout. Et pour partager les frais du voyage, il recherche des co-religionnaires. Il est là, Mustapha? Non, il vient juste de sortir. Ah, il est sorti. Tu veux son numéro de téléphone? Ouais, je veux bien son numéro de téléphone. Radim ne ménage pas sa peine. Il lui faut absolument trouver suffisamment de pèlerins pour partager les frais. Impossible pour les Mourides de manquer ce pèlerinage. Ils ne blaguent pas avec, il faut qu'on y aille. On arrive, mais on va y aller. Inch'Allah, Bakisson Touba, on va y aller. Ils seront là-bas. Ils seront au rendez-vous. Ils vont vendre leurs chaussures, ils vont vendre leurs pantalons, ils vont vendre leurs portables. Ils vont aller au magasin. Et ils vont y aller. Et à la gare routière de Dakar, c'est l'heure du grand départ. Voici le genre de bus que Radim et ses amis vont louer. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors les Mourides s'entassent. Habituellement, le voyage coûte 2000 francs CFA, c'est-à-dire 3 €. Ce n'est pas excessif, mais avec cette affluence, l'occasion est trop belle pour les chauffeurs de faire flamber les prix. Chaque jour, il y a un bus qui prend un départ ici pour aller à Touba, quoi. Surtout que là, c'est le Magal. C'est sûr qu'il y a des bus, il y a peut-être une trentaine de départs par jour. Hein. 30 départs par jour, un chiffre bien insuffisant. Alors dès qu'un car arrive, il est pris d'assaut par les pèlerins. Et après la course, la bagarre. Et toi là, donne-moi mon sac. Allez, donne-le-moi. Tu dégages ton sac et t'arrêtes de me dire que je ne peux pas m'asseoir. Tu dégages ton sac, t'as compris? Eh, gardez votre calme. Ça vaut pas la peine de se disputer pour ça. Eh, calme-toi. Je vais te casser la gueule. Mais quoi, tu veux me casser la gueule mais tu t'es regardé? Tu n'en es même pas capable. Du calme, du calme. Sur les 200 km de route qui mènent à Touba, des bouchons interminables se forment. Le pèlerinage mouride devient alors en bus une incroyable aventure où ferveur religieuse et danger de la route se côtoient. Car pour gagner encore plus d'argent, les chauffeurs embarquent des voyageurs sur les toits des véhicules. Nous aussi on a un peu là, parce que c'est risqué quoi. Il y a des accidents ici des fois? Ah, parfois il y aura des accidents. C'est qui est seul qui sait quoi. Les Mourides prennent des risques insensés. Ce pèlerin, par exemple, joue les équilibristes à l'arrière du camion. Un coup de frein et adieu le pèlerinage. Eux circulent carrément à 3 sur ce scooter pour parcourir 200 km. Mais encore plus dangereux, les chauffeurs quittent la route goudronnée en empruntant les bas-côtés pour aller plus vite. Mais les risques sont encore plus importants, les passagers sur le toit doivent éviter les arbres.
Alors forcément, pour certains pèlerins, c'est la catastrophe. Cette camionnette s'est retournée, son pneu a explosé, faisant quelques blessés légers. Et 30 km plus loin, c'est l'arrière de cette voiture qui a légèrement changé de forme, sous la violence du choc. Le bus, dépourvu de frein, l'a percuté à pleine vitesse. Le conducteur de la voiture, en t-shirt bleu foncé, a eu la peur de sa vie et il est fou de rage. Vous me laissez lui parler, je vais m'occuper de sa mère s'il ouvre la bouche. Mais moi aussi, mes phares sont cassés. Si tu me parles de tes phares cassés, je vais m'occuper de ta mère. Dégagez de la route, là, dégagez. S'il me parle encore de ses phares cassés, je vais m'occuper de sa mère et personne ne pourra me retenir. Écoute, le chauffeur a reconnu ses torts, garde ton calme. Tout ce qui arrive, c'est le destin, on n'y peut rien. Et après 12 heures de route, les pèlerins arrivent enfin à Touba, la capitale des Mourides. C'est la seconde ville du pays. En 30 ans, la communauté mouride a multiplié par 15 la population. Et pendant le pèlerinage, elle va encore doubler pour atteindre les 3 millions d'habitants. Voilà le but de leur voyage, une des plus grandes et des plus belles mosquées d'Afrique, qui attire aussi des richesses insoupçonnées en provenance du monde entier. Alors d'où vient l'argent qui a fait prospérer cette petite bourgade? Au départ, il y a une organisation bien rodée, dont l'une des ramifications se trouve à Paris, sous la Tour Eiffel. Première caractéristique, les Mourides sont d'excellents vendeurs. Ils ont toujours le sourire et surtout avec eux, les touristes peuvent négocier à l'africaine. Alors ils ont l'impression de réaliser de bonnes affaires. Ah, non, c'est trop cher. 3 plus pour ta clé. Ok, 3 et porte-clés. C'est la Tour Eiffel. Certains jours, pendant les fêtes et les vacances, les vendeurs peuvent gagner jusqu'à 300 €, alors qu'au Sénégal, le salaire moyen n'est que de 200 € par mois. Mais ce commerce clandestin est strictement interdit. Alors les Mourides sont constamment aux abois, car la police rôde. Casquette. Arnaud et David connaissent parfaitement leur secteur. Pourtant, face aux Mourides, ils sont loin de gagner à tous les coups. Je prends l'autre côté. C'est parti. Ils tentent bien de se dissimuler dans la foule des touristes, mais leurs uniformes les trahissent en permanence. Il y a là. On va faire celui-là. Ça va être super difficile. Il va falloir taper le sprint derrière lui. Accélère, accélère, attends. Mais un cri d'alerte retentit. Les policiers sont repérés, ils n'ont plus qu'une solution, courir après les Africains. Mais les vendeurs se font la belle, quitte à abandonner dans leur fuite leurs marchandises. Et dès que les policiers s'arrêtent, les fuyards font de même et narguent leurs poursuivants. On va repasser à l'intérieur. En fait, les Mourides ne craignent pas grand-chose, car malgré ces quelques courses-poursuites, ils ne sont pas une priorité pour les policiers, qui, s'ils voulaient vraiment les arrêter, les poursuivraient en civil. Pardon. Arnaud et David viennent de repérer à nouveau plusieurs Sénégalais. À bicyclette, ils ont a priori plus de chance, mais c'est compté sans l'organisation des Mourides. D'accord. Ouais, ils se sont mis chacun d'un côté du pont, j'en ai là. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont prendre la promenade ou s'ils vont descendre en dessous. Pas tous, je passe pas. On les repousse au Trocadéro, Ouais, et après au pire on fait le tour et on reprend le... Ça marche. Mais les vendeurs ont tout prévu. Sur le pont séparant la Tour Eiffel du Trocadéro, un guetteur. Et c'est lui qui va alerter les vendeurs. C'est parti.
Au milieu des voitures et à contresens, ils s'élancent. Il s'agit de les attraper avant la fin du pont, car de l'autre côté, on change d'arrondissement et les policiers ne sont plus sur leur secteur. Grâce au vélo, ils sont arrivés à leur hauteur. Stop, arrête-toi! Mais les vendeurs sénégalais prennent tous les risques au milieu des voitures. Les policiers jouent leur va-tout pour en coincer un. Mais comme une anguille, le vendeur réussit à leur filer entre les doigts. Laisse mourir, laisse tomber. Bref, les Mourides s'enfuient, mais en fait, ils contrôlent mieux leur territoire que les policiers. Et nous allons en avoir une autre preuve. À défaut d'interpellation, Arnaud et David vont essayer de confisquer les marchandises des revendeurs. Voilà. En fait, on regarde dans les poubelles de temps en temps, parce que pour pas qu'on leur prenne leur matériel, ils vont au plus vite. Ils vont au plus vite, c'est ou dans les poubelles, ou derrière des choses comme ça, pour les cacher. Mais les caches sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus sophistiquées. Et ce jour-là, sans l'aide d'un riverain zélé, les policiers n'auraient jamais déniché un petit stock de bibelots en tout genre. Ça vous intéresse de voir où ils ont planqué des sacs, les vendeurs? Ah, tout à fait. Oui. Alors, suivez-moi. C'est de l'autre côté? Grâce à ce renseignement, Arnaud et David vont avoir la main très heureuse à quelques mètres de là. En effet, pour constituer des stocks d'avance, les vendeurs utilisent des caches très étonnantes. Elles sont dissimulées tout autour de la Tour Eiffel, sous les trottoirs de Paris. Voilà. Donc là, ils ont perdu quand même une petite journée de travail pour eux. Et ça représente certaines sommes d'argent. De cette cavité, David extrait d'énormes sacs bourrés de Tour Eiffel en tout genre. De quoi alimenter plusieurs vendeurs pour toute la journée. Vous êtes tombé sur un trésor là? Ah oui. Vous en trouvez toujours autant? Non, là en fait, quand c'est période de fête, il y a beaucoup de touristes. On va dire chaque période de vacances, c'est là où ils ont le plus de matériel. La clé de leur trafic, c'est le matériel. C'est d'attraper directement le matériel. Sans matériel, ils ne peuvent pas vendre, donc ils ne peuvent plus rester sur le site. Donc dès qu'on trouve, ce qu'on appelle une planque, on y va directement pour le saisir. Des saisies qui permettent de gêner un peu la vente à la sauvette. Mais elles révèlent aussi les risques encourus par les acheteurs de ces marchandises fabriquées en Chine. La Tour Eiffel en verre, on a le socle avec. Elles sont super dangereuses. Parce qu'en fait, celles qui sont vendues dans le commerce, elles n'ont pas le bout pointu ici. Là, c'est vrai que c'est super dangereux pour les enfants. Yes. En une demi-heure, les policiers trouvent 3 caches et récupèrent une dizaine de sacs sur l'avenue. Pendant ce temps, 2 guetteurs chargés de surveiller le butin font grise mine. Alors, ils sont super organisés. Ils ont des guetteurs. Ils ont des gens qui les ravitaillent régulièrement. C'est-à-dire qu'ils sont ravitaillés en marchandises? En marchandises. Comment? C'est un véhicule qui vient. On a failli avoir le véhicule une fois. Bon, ça va super vite parce qu'ils arrivent tous. Il a une cinquantaine, une soixantaine. Et ils débarrassent le véhicule en quelques secondes. Alors le véhicule part de suite. Là, je pense qu'on va arrêter parce qu'on ne pourra pas tout transporter. Mais ils vont cacher ailleurs. S'ils savent qu'on va repasser, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi les policiers ne mettent-ils pas plus de moyens dans cette traque aux revendeurs? Tout simplement parce que s'ils les arrêtent, ils ne peuvent que les relâcher contre une simple amende de moins de 200 €. Car la multinationale des vendeurs à la sauvette a tout prévu. Les Mourides ne sont pas des clandestins, ils ne sont pas expulsables. Ils ont tous des visas en règle que leur vendent des fonctionnaires corrompus de certaines ambassades européennes du Sénégal. C'est facile d'avoir les visas? On paye 4 millions. 4 millions de CFA? 6
6 000 €. Et à qui on paye ça? Aux ambassades. On était 4. Avec visa Italie. Un visa de l'Italie? Les gens qui font les deals là, ils donnent aux ambassades 2,5 millions. Après, il y a le courrier, il y a le gars qui règle ça. Ils sont deal quoi. On combine entre eux. Donc tu me disais tout à l'heure, toi tu as payé 6 000 € à des passeurs, et eux ils ont payé à l'ambassade d'Italie, à Dakar, pour que tu aies un visa de 6 mois. Et beaucoup de gens viennent comme ça? La plupart des gens qui sont ici. Un scandale qui a éclaté récemment à l'ambassade d'Italie à Dakar, où un responsable a été relevé de ses fonctions. En quelques années, il aurait fait passer 2000 personnes en Europe contre des visas effectivement vendus 6 000 €. Bref, en Europe, la multinationale est au point. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'elle a prospéré d'une manière spectaculaire. Direction New York. This goes out to you, player. You know. Ici, les Mourides seraient près de 9000, la plus forte concentration hors des frontières du Sénégal. Et c'est dans Harlem, la capitale des Noirs new-yorkais qu'ils vivent, à Little Sénégal. Les Mourides sont comme des poissons dans l'eau. Restaurants, épiceries, boutiques de vêtements, tous les commerces Mourides se réclament de leur capitale, Touba. À New York, les vendeurs gagnent leur vie plus facilement et surtout plus rapidement qu'ailleurs. Ce qu'ils ne manquent pas de raconter à la façon des rappeurs américains. This is Shorty right here in Canal Street in New York, trying to make the money to survive on these days. It's getting hot, but still we gonna get on top. Hey, fuck them cops, I said it. C'est l'argent facile ici. C'est pour cela, vraiment, c'est pour cela qu'on est là. Parce qu'on ne veut pas aller travailler pour quelqu'un d'autre. Il nous paye, par exemple, $300 pour 6 jours, les trucs comme ça, alors qu'on peut avoir $300 dans un seul jour ici. Non, donc on va être ici, non? Même si la police nous arrête de gauche à droite, on doit faire l'argent, n'est-ce pas? Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Hassan est mouride. Il a quitté le Sénégal il y a 8 ans. Pour arriver aux États-Unis, il a usurpé l'identité de son frère qui lui a prêté son passeport. En débarquant à New York, il n'avait qu'un but, profiter du rêve américain. Tu dois travailler. Regarde les États-Unis. Les États-Unis est un grand pays. Ils ont travaillé pour avoir tout ça. C'est mon rêve aussi parce que je voulais faire comme tous les Sénégalais. J'ai des amis qui ont des jolies voitures, des belles maisons au Sénégal et qui aident leur famille. Et moi, je suis dans une grande famille. J'ai perdu mon père en 1987 et tout ce que je voulais faire, d'aider ma famille, remplacer mon père. On est là pour gagner nos vies. We have no choice. En 8 ans, Hassan est passé de vendeur de rue à vendeur de voitures vers le Sénégal et aujourd'hui, il a pu s'offrir ce bolide. C'est ta voiture? Yeah, c'est ma voiture, oui. Ça, c'est ma deuxième femme. Et quand Hassan conduit, une autre personne très chère à son cœur n'est jamais bien loin. C'est son marabout. Tu l'as vu? Tu as vu ça? Tu n'as pas vu ça, non? C'est qui ça? Il y avait Serigne Fallou, il y a Serigne Touba et il y a le nom de Serigne Fallou ici. C'est ton marabout? C'est mon marabout, yeah. C'est le marabout du Touba. C'est le grand marabout. C'est une voiture de mouride? Yup. Vrai mouride, 100%. Si on peut dire 1000%. Dès son arrivée en 2001, Hassan est accueilli ici par sa communauté. Et c'est à Times Square, au lieu touristique, qu'il a réalisé sa première vente, une fausse montre de grande marque.
j'étais là avec des amis qui m'ont amené, qui m'ont dit qu'il faut faire quelque chose. On m'avait donné des montres. C'est le premier angle que j'ai vendu ma première montre Rolex. Et le client m'a donné 170 $, une montre qui coûte dans les 20 $. Et j'étais en train de danser partout. Car la spécialité mouride à New York, ce ne sont pas les bibelots touristiques, mais la grosse contrefaçon. À Battery Park, l'embarcadère pour la Statue de la Liberté, s'écoulent des faux sacs par baluchons entiers. Et pour éviter les contrôles policiers, les Sénégalais de New York ont recours à une combine qui permet de se fondre complètement dans le paysage américain. Ils passent par des vétérans qui ont une licence tout ce qu'il y a de plus officiel pour jouer les camelots au coin des rues. Parfois on se dispute parce qu'ils se mettent à vendre la même marchandise que moi. Mais bon, c'est ça le capitalisme. Des fois certains vendeurs débarquent et vendent des sacs beaucoup moins chers que les miens. Et je me mets à crier, hey, pourquoi tu les vends moins cher? Mais tu sais, tout va bien parce qu'ils arrivent ici en été et au printemps. Ils travaillent très dur, ils économisent de l'argent et retournent au Sénégal, chez eux, pour prendre soin de leur famille. Je ne peux que respecter ça. Nous descendons tous du même créateur, on n'a qu'un seul Dieu. En fait, derrière cette fraternité bon enfant, il y a souvent un deal commercial et chacun y trouve son compte. Les Américains comme ça, c'est des militaires retraités. Et puis il y a des licences qu'on donne les militaires retraités, on ne donne pas les Sénégalais. Et on prend les Américains pour l'utiliser les Américains pour acheter des sacs et faire comme un pourcentage. Quand on achète le sac à 20 $, on le vend à 50 $, lui il prend 10 $. À New York, en plein été, un vendeur peut empocher jusqu'à 1000 $ par jour. Et la grande force de la communauté mouride, c'est de convaincre ses membres de lui en reverser une partie. Et pour voir comment argent et religion sont étroitement mêlés, il faut se rendre à Harlem. Tout se joue dans cette demeure en briques rouges, qui est un peu le siège social de la communauté. Elle nous a désigné comme interlocuteur Murtada, un des responsables mourides new-yorkais. Il sait tout des finances prospères des Sénégalais de New York, mais il se garde bien de rentrer dans les détails. C'est beaucoup d'argent, hein? Ouais, c'est beaucoup d'argent. Hein. Comment vous faites pour réunir tout cet argent? Ah, tu sais que dans la communauté, c'est toujours une solidarité qui compte entre les mourides. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, mais quand même, c'est la volonté. Chacun était content, était prêt à participer en collectant de $1, de 2 à 3 à 4 $. On a fini par construire et réformer cette maison. La réalité est un peu plus complexe que ne veut bien le dire Murtada, et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, c'est jour de prière. Le bâtiment est plein à craquer. Nous voici au cœur de la multinationale mouride qui mélange étroitement business et religion. C'est même l'une des forces de son fonctionnement. Or, dans cette maison à l'intérieur sobre, il y a une pièce étrange qui tranche avec toutes les autres. C'est derrière ce rideau que les véritables chefs de la communauté de passage à New York se reposent. Ils ont un train de vie de PDG. Cette chambre-là, c'est une chambre que nous mettons au fond de notre groupe. Voici la suite de grands luxe réservés aux vrais patrons, les marabouts, dont les portraits ornent les murs. Ce sont eux qui récupèrent une partie de l'argent des revendeurs du monde entier. Et la quête commence dès la prière. Dans les rangs, des responsables passent avec des sacs. Chacun glisse des dollars. Et il y a toujours une bonne cause pour donner. Sur le palier, en quittant la salle de prière, c'est une seconde quête qui servira au fonctionnement de la maison. Et ce n'est pas tout. À la sortie, troisième quête pour financer de gros investissements au Sénégal. Cette fois-ci, il s'agit d'agrandir la grande mosquée de Touba.
Bon, merci. Hein. L'argent que nous récoltons ici va à Touba, c'est pour le calife. Que ce soit 1 million ou 200 millions, tout ira à Touba pour faire avancer les travaux. Nous travaillons au nom de Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Celui qui travaille pour Dieu, contribuez. L'argent qui est parti Touba, dollar même qui est parti avec le dollar, c'est pas de change, c'est pas. Et ça sert à quoi là-bas? Inch'Allah. C'est travail la mosquée, la grande mosquée, tu connais pas la grande mosquée de Touba? N'est pas vu, tu es le plus fort pour te vivre la mosquée de Touba. C'est ça qui travaille pour ça. C'est musulman qui travaille jusqu'à ce que tu vas mourir. Travail. Chaque mouride estime normal de donner une partie de son travail pour la capitale et ses marabouts. Conséquence, les sommes récoltées sont phénoménales. Mais c'est un des secrets les mieux gardés de la religion. Ça a bien marché, votre collecte? Par la grâce de Dieu. Combien vous avez réussi à récolter? C'est pas de parler quoi, ça c'est secret, c'est pas dit ça. Ça c'est secret, ça c'est pas de parler pour... Alors comment percer ce mystère? Dès le lendemain soir, retour à Harlem, dans une autre mosquée. À la recherche d'un fidèle qui serait un peu plus bavard que les autres. La quête a déjà commencé et c'est Modou qui va se laisser aller à quelques confidences. Les mourides, quand il s'agit de donner des adieux, ils ne comptent pas quoi. Ils ne comptent pas. Le mouride peut donner tout ce qu'il a dans sa poche ou bien même vider son compte bancaire rien que pour la communauté quoi. Le mouride, le adieu, ça ne compte pas sur lui quoi. Il peut donner des milliards pour le adieu quoi, pour un mouride. Ouais. Écoute, il faut arrêter de parler avec ces journalistes. Quand on parle avec eux, il faut parler de ce dont on est sûr et qui est en conformité avec le mouridisme. Écoute, je suis né dans le milieu mouride et j'y ai grandi, donc je sais de quoi je parle. Ne parle que du bien, tu n'aurais pas dû parler des millions et des milliards. Écoute, moi je parle français. Toi tu ne parles pas français. Tu ne sais même pas de quoi je parle. Il m'a demandé combien je sors de ma poche pour les donner. Je lui ai fait comprendre que le mouride n'a aucune limite concernant les dons. S'il a des milliards, il peut les donner. Ok, alors dis-lui aussi que ça ne diminue pas ses biens et qu'un mouride ne se demande jamais où il met cet argent. Modou se fait vertement rabrouer par un porte-parole de la communauté. Et quelques minutes plus tard, un officiel lui demandera de quitter immédiatement les lieux. Si les marabouts communiquent très facilement sur la religion et très peu sur son financement, c'est parce que l'argent accumulé leur confère aussi un redoutable pouvoir politique. Et c'est au Sénégal, à Touba, que nous allons nous en rendre compte. Retour au Magal, le grand pèlerinage mouride qui bat son plein. Nous retrouvons Radim, notre pèlerin new-yorkais. Pour lui, c'est un grand jour. Il va enfin rencontrer son marabout dont il conserve la photo autour du cou. Là, je suis trop content, je suis rassuré. Tu fais tout ce trajet pour voir le cher, juste pour ça. Je n'ai même pas besoin de le voir, tête à tête, lui parler. Là, ça me suffit. Du moment qu'il est content, tout le monde est content, je suis content. Frère Nourine. Au même instant, dans les rues, des sirènes se font entendre. Les voilà qui arrivent. Ce sont les maîtres de Touba qui prennent possession des lieux. Attendus comme des messies, les marabouts mourides sont des personnages puissants et richissimes. Escortés par la police, ils sont une centaine à venir des 4 coins du pays. Leurs 4x4 rutilants fendent une foule souvent pauvre et totalement acquise. Pour ce grand pèlerinage, la chorale de la Mélodie divine est au rendez-vous. Dans cette propriété,
Les fidèles attendent depuis plusieurs heures celui qui actuellement séduit des milliers de jeunes Sénégalais. C'est l'un des marabouts les plus influents et controversés chez les Mourides. Nous sommes dans sa grande villa de 3000 mètres carrés. Et il s'est même fait construire une somptueuse mosquée privée dans la cour intérieure grâce à l'argent donné par ses disciples. Il s'agit de Serigne Modou Kara Mbacké, surnommé le général, pour son goût de la discipline et le caractère militaire de son mouvement religieux. Radim est aux premières loges, car Modou Kara est son marabout depuis 10 ans. Mais impressionné, il est incapable de dire un mot. Qu'est-ce que tu ressens, Radim? Écoute mec, là franchement je peux même plus te parler. Je suis désolé mec. Modou Kara a fait les choses en grand. C'est dans son immense demeure, sous ce chapiteau, que ce prédicateur reçoit ces centaines de fidèles survoltés. Certains ne l'ont pas vu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Sur son passage, les fidèles doivent se prosterner et rester au sol pour marquer leur totale soumission. Mais en pleine frénésie, certains tombent carrément en transe. Laissez-le respirer, dégagez le passage. Éloignez-vous, reculez, éloignez-vous. Reculez, reculez. Serigne Modou Kara est une véritable bête de scène, un marabout moderne. Durant ses grands-messes, il s'attache surtout à galvaniser ses fidèles. On est là pour une même cause, et faisons en sorte que cela nous serve. Je vous exhorte à faire preuve de dépassement. On ne doit pas se fâcher aujourd'hui. Tout le monde doit être content. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Dans le public, Radim n'en perd pas une miette. Alors pourquoi adule-t-il son marabout? Il est persuadé qu'il peut exaucer tous ses vœux de bonheur, de chance ou de prospérité. Les jeunes ont confiance en lui, ils ont besoin de lui, ils ont confiance en lui. C'est un leader, en même temps un ami, tu vois. Il est tout pour nous, parce qu'il nous guide, il est tout pour nous, sérieusement. Est-ce qu'on peut dire que tu es soumis à lui? Je suis soumis à lui. Corps et âme, je suis soumis à lui. Corps et âme. Après la cérémonie, le marabout consent à recevoir certains disciples au cours d'apartés privés. Les fidèles lui font alors des dons d'argent et des cadeaux. En contrepartie, le marabout prie pour eux et leur donne des conseils. À gauche de Modou Kara, un disciple se précipite avec un flacon de parfum pour arracher une prière, ce qui visiblement n'émeut guère le chef religieux. Et ces marques d'affection vont durer plus d'1 heure. Approche, bienvenue. Ça va, tu vas bien? Comment vont les gens de Paris? Tiens, prends ça, Sader. Quelques instants plus tard, cette dame en bleu espère elle aussi une prière. Mais le marabout n'est pas d'humeur et comme pour s'excuser, c'est lui qui cette fois-ci va lui donner un peu d'argent. Pouvez-vous prier pour nous? Ça fait si longtemps que vous n'êtes pas venu. Ce n'est pas le moment de prier. Sader, tu vois la femme en bleu? Donne-lui 20 000 francs CFA et écoute ce qu'elle a à te dire. Ce sportif national lui aussi est venu faire un don à Modou Kara. Mais il vient de perdre un combat important. Ce lutteur vient chercher auprès du marabout de la force et du pouvoir. Mais Modou Kara va le recevoir plutôt fraîchement. Moi, je ne prie jamais pour un lutteur. Je vais plutôt te montrer comment tu dois faire. Tu vas au combat pour te faire terrasser. Pourquoi?
Il y a une façon de lutter. Ça ne doit plus t'arriver. Si tu as quelqu'un pour t'indiquer la voie à suivre, écoute-le. Ce que tu faisais au début, c'était bien, mais il te manque encore quelque chose. C'est le sport qui est comme ça. Quand il y a un combat, moi je ne prends jamais parti. Je soutiens tous les lutteurs. Tu n'as qu'à faire des efforts. Le lutteur encaisse le coup. Et pourtant, ça ne va rien enlever à son envie de faire un don d'argent à son marabout. Je vais lui faire un don, mais pas tout de suite. Je vais le faire discrètement dans une enveloppe. Parce que moi je suis connu, donc je ne veux pas que les gens disent « Ah, le grand lutteur a donné tant d'argent au marabout ». Mais Modou Kara ne se contente pas de dons occasionnels. Il a créé au sein de la communauté son propre courant, le Mouvement mondial pour l'unicité de Dieu, avec une charte très contraignante. Les fidèles doivent adhérer au mouvement en payant une carte de 1000 francs CFA, c'est-à-dire 1,5 €, et en versant ensuite chaque mois la même somme. Mais surtout, les disciples du marabout doivent être au service exclusif de la communauté. En clair, il faut obéir à tous ses ordres. Son mouvement compterait plus de 900 000 adhérents et plusieurs centaines de milliers d'euros récoltés chaque année. Dans un pays pauvre comme le Sénégal, c'est une manne d'argent exceptionnelle dans les mains d'un seul homme. Alors qu'en fait-il? À cette question, le marabout botte en touche. Comment vous utilisez l'argent que vous recevez de vos milliers de talibés? Qu'est-ce que vous en faites? En tout cas, moi, vous m'avez observé. En tout cas, je récupère rien, moi. En tout cas, moi, je peux. Je vais parler de ce journaliste, mais ne lui traduisez pas ce que je vais dire. Parmi tous les journalistes, ce sont toujours les Blancs qui posent les questions les plus embarrassantes. Les journalistes sénégalais vont tenter aussi leur chance et le marabout va être un peu plus bavard. Parmi tous les journalistes, ce sont toujours les Blancs qui posent les questions les plus embarrassantes. Les journalistes sénégalais vont tenter aussi leur chance et le marabout va être un peu plus bavard. Quelles sont vos sources de revenus? Depuis 19 ans, je n'ai pas gardé le moindre sou en poche. Même ma femme se demande d'où vient mon argent et si je ne le multiplie pas. Mais partout où je vais, je loge toujours dans les hôtels les plus chers. Je prends toujours une suite. En fait, une partie de son argent passe dans les voitures, ses villas et les hôtels de luxe. Mais ce n'est pas tout. Modou Kara, surnommé le général, a investi dans une milice personnelle, la Kara Sécurité. Plusieurs centaines de jeunes mourides sans armes composent ce service d'ordre, appelé les commandos de la paix. Dans les rues de Touba, le défilé de ces soldats lui permet d'afficher son pouvoir. Le gouvernement surveille cette milice de très près, car elle fait parfois la chasse aux mauvais musulmans, aux vendeurs de drogue, mais aussi le coup de poing avec les opposants du marabout ou les journalistes. Modou Kara fait envoyer pendant chaque pèlerinage plus de 300 porteurs de plats dans Touba pour nourrir la population. Et c'est sa milice qui surveille les dizaines de marmites dans les cuisines. C'est ici que les disciples préparent les repas à base de mil, de viande, l'aliment le plus cher au Sénégal. Soyez des dignes représentants du marabout. Que chacun fasse aujourd'hui comme s'il a vu Dieu. C'est bien compris ?
Les soldats du marabout vont ensuite distribuer les plats garnis dans plusieurs quartiers de la ville. Dans les rues, les gens se jettent sur les plateaux. Ils profitent de cette journée de partage pour manger ces plats de viande. Voilà aussi pourquoi ces fidèles idolâtrent le marabout à chaque instant. Ça, c'est le combattant sacrifié de Dieu. Nous n'aimons que ce que Dieu aime. Nous ne voulons que ce que Dieu veut. Nous ne voulons que tout ce que Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni veut. Jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Jaarama borom daaru. Jaarama borom daaru. Avec une telle organisation, il était tentant pour le marabout de faire de la politique et il a allègrement franchi le pas. Une personnalité a vu tout le parti qu'il pouvait tirer de ce puissant et richissime marabout. Et justement, aujourd'hui, cette personnalité vient elle aussi faire son pèlerinage. À l'héliport de Touba, c'est un grand jour. Pour l'occasion, les marabouts ont revêtu leur plus beau boubou. Il ne manquerait pour rien au monde l'accueil de ce grand personnage. Quitte à affronter une petite tempête de sable provoquée par l'hélicoptère tant attendu. Il s'agit du président sénégalais en personne, Abdoulaye Wade. Il ne s'en cache pas, il est aussi membre de la communauté mouride. Aujourd'hui, le président Wade revient sur les terres qui ont beaucoup pesé dans sa réélection. Et ses opposants disent qu'il vient renvoyer l'ascenseur aux marabouts qui ont fait sa campagne. Car en 2007, le candidat à la présidentielle, Abdoulaye Wade, a mobilisé toutes les bonnes volontés. Par exemple, pour ce meeting très important, un homme s'est dépensé sans compter pour convaincre les électeurs de voter pour lui. Et cet homme, c'est Modou Kara. Pour le futur président, le marabout avait convoqué tous ses fidèles. Il brandissait alors des pancartes avec en photo les deux hommes côte à côte. Leur mission, voter pour Wade et inciter les électeurs à le faire. Il y a différentes catégories de personnalités politiques qui aspirent à diriger le pays. Mais celui-ci, il a déjà prouvé par ses actions qu'il en était capable. C'est pas vrai ? Tout ce qu'on a pu avoir au Sénégal, c'est grâce à lui. Un soutien au président qui démontre le poids des marabouts dans la vie politique du pays. Et aujourd'hui, à Touba, le président Wade est venu honorer une promesse faite aux autorités mourides s'il était réélu. Pour cela, il vient retrouver dans sa résidence l'instance suprême des mourides. Le grand calife, le grand chef de tous les marabouts mourides. Cet homme règne sur Touba et 3 millions de mourides répartis dans le monde. En tant que disciple, le président sénégalais est un de ses contributeurs. Et comme tout bon fidèle, il donne au grand calife des marabouts. Et sa générosité est sans limite. Ces dernières années, certains quotidiens nationaux ont d'ailleurs épinglé ses largesses pour Touba. En 2007, par exemple, il a débloqué 150 millions de francs CFA, soit 230 000 euros. Et quelques temps plus tard, il revenait s'agenouiller aux pieds du calife pour lui offrir sa 32e limousine. Enfin, il y a 2 ans, Touba a carrément décroché le jackpot. Wade a lancé un projet pharaonique de 100 milliards de francs CFA pour rénover la ville sainte, près de 150 millions d'euros.
Conséquence, dans les 5 années à venir, c'est un château d'eau qui sortira de terre. Les Mourides disposeront aussi d'un abattoir flambant neuf et 600 km de route remplaceront les pistes de sable de la ville. Mais pour autant, le président se défend d'être dans la main des marabouts. Je vais juste le prendre. Allez, avancez. Le mouridisme est aussi caractérisé par la discipline et parce que c'est une pyramide au-dessus de laquelle il y a le calife. Vous voyez bien le calife. Vous croyez que c'est un dictateur, le calife? Pas du tout. Absolument pas. Mais c'est une autorité. Quand il dit vous faites ça, tout le monde le fait. Y compris pour vous? Ça dépend, non? Ça dépend. Moi, il ne me demande jamais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et je l'ai souvent répété. Jamais aucun calife, depuis que je suis là, avant d'être président et maintenant, ne m'a demandé de nommer celui-ci ministre ou celui-là. Jamais. Jamais aucune implication dans mon gouvernement. S'il m'aurait demandé, ça m'aurait beaucoup gêné. Si le calife demain me dit il faut nommer celui-là ministre, ça m'aurait gêné. Ça me poserait des problèmes. Mais jamais, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ils me laissent. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, très à l'aise. De la Tour Eiffel à Paris, à Touba en Afrique, en passant par New York, la multinationale Mouride a acquis un pouvoir politique à la mesure de son réseau économique. Les millions de dons collectés dans le monde entier profitent à la Grande Mosquée, cet édifice à l'opulence inhabituelle en Afrique. Et certains chefs mourides voudraient faire de cette mosquée le centre d'un futur régime politique sénégalais, une république des marabouts. Cette émission a été préparée avec Julie Memoumani, rédaction en chef Laurent Iverson et Maud Brunel, production Stéphanie Burlot. Bonne soirée sur M6.